Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Les suites et les conséquences du verdict des élections départementales. À gauche, que va faire, que peut faire le couple exécutif Hollande-Valls face à l'hémorragie socialiste? À droite, la dynamique est puissante, mais pour quel programme et orientation maintenant? Au Front National, l'enracinement est profond, mais avec quels alliés à l'avenir? Éléments de réponse, analyse et débat avec nos invités ce soir, Guillaume Tabar du Figaro, l'écrivain Denis Tillignac, l'économiste Pierre Larouturou de Nouvelle Donne, Céline Braconnier, directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, auteur des Inaudibles, et Mohamed Mechmach du collectif Assez le Feu. C'est une édition spéciale jusqu'à 23 h, croquée en direct tout à l'heure par notre dessinateur Hervé Baudry. Merci donc d'être en notre compagnie ce soir. Du rose au bleu, c'est très majoritairement la nouvelle couleur de la carte des départements, submergée par cette vague UMP-UDI avec 66 départements. Le PS subit la perte de 25 départements, dont les plus symboliques comme la Corrèze, l'Essonne ou encore le Nord et les Bouches-du-Rhône, bastion historique de la gauche. Pas de département pour le FN, mais un enracinement local certain. Et il faudra à présent scruter à la loupe ce que l'on appelle le troisième tour, l'élection des présidents de conseils généraux dans les départements où il n'y a pas de majorité absolue. Les détails avec Cécile Sixou et Nathalie Guilloire. Lendemain d'élection et gueule de bois dans 5 départements. Aucun parti n'a obtenu une majorité de sièges. Tout reste donc à jouer pour l'élection d'un nouveau président. Parmi les départements sur la sellette, l'Aisne. Avec ses 21 cantons, il fallait obtenir 11 cantons pour pouvoir accéder à la présidence. Or, l'UMP en obtient 9, le PS 8 et le FN 4, ce qui veut dire qu'aucun des partis n'a la majorité absolue. Nous avons aujourd'hui cette majorité relative. La gestion sera compliquée, nous le savons bien, mais à partir du moment où il y a la majorité relative, ça donne de la clarté pour le troisième tour. Voilà pourquoi je dis à ceux qui ont déjà en tête les combinaisons, les petits calculs, ça sera sans nous. Le FN jouera donc le rôle d'arbitre, comme dans le Vaucluse où le parti de Marine Le Pen, associé à la Ligue du Sud, a obtenu 5 cantons. Entre UMP et PS, le parti d'extrême droite ne se fait guère d'illusions sur les accords possibles. Le PS et l'UMP vont faire alliance comme d'habitude et vont s'entendre pour faire élire un président de chez eux. Peut-être aussi le président sortant, allez savoir. Le FN pourrait s'abstenir et laisser droite et gauche dans une égalité totale. Après le premier tour, nous avons appelé, nous, républicains de gauche, à soutenir l'UMP dans les cantons où ils étaient opposés au Front National. Il serait tout à fait logique qu'en retour, nous puissions trouver peut-être une plateforme de discussion et d'accord. Dans les départements du Gard et du Pas-de-Calais, c'est la gauche qui obtient le plus de sièges, mais sa majorité est fragile. Seul un ralliement du front de gauche lui donnerait une majorité absolue. Enfin, dans le Tarn-et-Garonne, fief de Jean-Michel Baillet depuis 30 ans, l'affaire est délicate pour le président du PRG. Les négociations vont bon train. Si la gauche est en tête, un binôme pourrait faire la différence. Classé divers gauche par le ministère de l'Intérieur, il se revendique en réalité sans étiquette et indépendant. Pour Manuel Valls, l'urgence consiste à parler aux socialistes. Pour cela, le Premier ministre a annulé un déplacement en Allemagne où il devait participer à un conseil des ministres franco-allemands, également reporté sa rencontre avec le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi. Manuel Valls restera donc à Paris demain pour se rendre à la réunion de groupe des députés et à la séance des questions au gouvernement dans un climat de débâcle pour le PS et de fortes divisions à gauche. Mounir Soussi. Les défaites s'accumulent, mais le cap reste le même. Après les municipales et les européennes, ces départementales signent un troisième revers électoral pour la majorité. Autant d'alertes qui n'ont eu aucun effet sur la ligne politique suivie par le gouvernement. Cet après-midi, le Parti socialiste tentait de renouer avec les écologistes avant d'élargir ses consultations. La position inflexible de l'exécutif place le premier secrétaire du PS dans une position inconfortable pour négocier. Qu'est-ce que vous attendez du Premier ministre ? Je n'ai pas de déclaration à faire sur ce terrain-là. Il dira ce qui lui semble bon pour la conduite de son gouvernement et de sa majorité. Emmanuel Valls met déjà quelques idées sur la table. Il envisage d'insister sur le front de l'emploi avec une ligne sociale libérale assumée depuis son arrivée à Matignon. Les premiers signes de reprise sont là, mais, et je le sais, ils ne sont encore trop peu perceptibles par les Français.
C'est pourquoi mon gouvernement redoublera d'énergie, avec toujours comme priorité l'emploi, l'emploi, l'emploi. Dans ces cartons, un projet de réforme du contrat de travail dans les PME réclamé par les entreprises. Un dossier potentiellement explosif qui envoie un mauvais signal à l'aile gauche et aux frondeurs. Continuer comme avant, sans qu'il y ait de changement dans la politique qui est menée, sans qu'il y ait de nouvelles politiques, pour plus d'égalité, pour davantage de soutien à l'investissement, ce serait sous-estimer complètement le choc politique que connaît la France ce soir. Une semaine mouvementée s'annonce pour le Premier ministre. Il a annulé un déplacement en Allemagne pour être présent demain auprès des députés afin de contenir la colère qui monte dans ses rangs. La fébrilité gagne donc au Parti socialiste avant le congrès de juin et chez les Verts. C'est l'heure des négociations. Une semaine de tractation s'ouvre pour savoir si certains pourraient intégrer le gouvernement et à quelles conditions. On écoute sur ce sujet la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Emmanuelle Cos. Le rassemblement, de toute façon, ça se construit. Et il y a un moment, il faut retrouver les éléments du dialogue, mais aussi des actes. Et c'est pour ça que nous nous voyons, c'est pour ça que nous rencontrons d'autres forces politiques et qu'il y a de toute façon urgence, il me semble, aujourd'hui, à travailler à ce que cela soit possible. Et nous verrons bien. Aujourd'hui, nous sommes dans une position de discussion et nous voulons que cette discussion soit menée jusqu'au bout et qu'aussi on ne puisse pas continuer à nous tenir de discours de rien ne change. En Essonne, Georges Tron ne lâche rien. Écarté ce soir par l'UMP, l'ex-secrétaire d'État mis en examen pour viol et agression sexuelle se présentera à la présidence du département contre le candidat officiel de la droite. L'Essonne, qui représente l'une des pertes symboliques à gauche, hier fief du Premier ministre dirigé par le frondeur Jérôme Guedj. On fait le point avec Fabrice Cunet et Elisa Bertolomé. C'est une défaite symbolique pour le Parti socialiste et une défaite particulièrement amère pour le président du département, Jérôme Guedj. Frondeur assumé, perdant, écœuré. Ici, la gauche ne conserve que 6 cantons sur les 21 en jeu. Je ne cherche pas de circonstances atténuantes. Je dis juste qu'on va dans le mur et c'est une erreur supplémentaire que de ne pas en tirer tous les enseignements. Il faut tirer tous les enseignements de ce qui s'est passé, lucidement. Les gens ont besoin de réponses concrètes quand la gauche est aux responsabilités. Avec 43% des voix et 13 cantons, la droite remporte largement cette élection. Son chef de file, Georges Tron, peut être satisfait. Le département à gauche depuis les élections de 1998 bascule à droite. Une revanche personnelle pour Georges Tron après une campagne qualifiée de haineuse. Je veux simplement dire que quand on se laisse aller à des propos, à des anathèmes de l'extrême droite, on est sanctionné dans un pays comme le nôtre, dans un département comme le nôtre, comme l'extrême droite doit être sanctionnée. Je n'ai pas cherché à polémiquer pendant la campagne, je ne cherche pas plus à polémiquer ce soir. C'est une belle victoire pour la démocratie, c'est une belle victoire pour l'Essonne, et je le dis très clairement, c'est une belle victoire pour toute une génération dont Aurélie est une des représentantes à mes côtés. Mis en examen dans une affaire de viol, Georges Tron n'a pas l'investiture de l'UMP pour la présidence du département. Mais le maire de Draveil maintiendra sa candidature. Le 3e tour en Essonne sera fratricide. La suite du 22h. Et maintenant, que peut faire le couple exécutif Hollande-Valls alors qu'une armée de battus socialistes vont leur demander des comptes? À droite, la dynamique est là, la refondation est en cours, mais pour quel programme? Au Front National, élection après élection, le parti étend ses racines sur le territoire. Et après, où sont les alliés pour aller plus loin? On en parle avec nos invités ce soir. Céline Braconnier, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes la directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Et je présente cet ouvrage intitulé Les Inaudibles, sociologie politique des précaires, élaboré sous votre direction et celle de Nona Mayer. Avec nous également ce soir Guillaume Tabar, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. Nous accompagne également Denis Tilignac, bienvenue. Bonsoir. Journaliste, écrivain, auteur notamment du Bonheur d'être réac. Avec nous également ce soir Pierre Larouturou. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Économiste, fondateur du parti Nouvelle Donne et auteur de ce livre La Grande Trahison. Les élites ont abdiqué. À nous de reprendre la main aux éditions Flammarion. Et tout ce débat sera croqué comme d'habitude en direct par mon complice et notre dessinateur Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia, toujours un bonheur de vous retrouver au printemps. Je vois qu'il y a beaucoup de fleurs. Exactement, beaucoup de fleurs et de nouvelles couleurs, surtout pour la carte électorale. C'est ce dont on va parler ce soir. Céline Braconnier, on parle beaucoup de rapports de force politique, de stratégie, mais parlons aussi de l'électorat et en particulier de l'électorat populaire. Qu'est-ce qui ressort selon vous? On parle souvent de ce sentiment
d'abandon. C'est encore un sentiment ou bien plus que cela aujourd'hui? Non, c'est un sentiment d'abandon. C'est aussi sans doute en partie une réalité si on le mesure à la distance qui sépare les préoccupations quotidiennes d'un certain nombre de Français fragilisés par la crise économique et les hommes politiques qui paraissent très loin et qui paraissent avoir très peu de prise sur ces difficultés. Et ce sentiment d'abandon, il se traduit notamment par une distance aux urnes qui s'est renouvelée à l'occasion de ce deuxième tour des élections, puisqu'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour aller voter. Et parmi ces Français qui se sont abstenus, eh bien, évidemment, figurent les plus fragiles et ceux qui ont perdu confiance en la politique et qui se sentent abandonnés. Ça, il faut le souligner, Guillaume Tabar. Et c'est peut-être pour cela que l'autre partie des Français est allée voter, parce qu'ils se rendent bien compte que ce département, c'est un échelon de proximité. C'est encore ce qui préserve peut-être un petit peu le lien social. Oui, je ne suis pas sûr que la prise en compte de l'échelon lui-même soit une motivation de vote importante. Je pense qu'il y a un sentiment d'appartenance au département qui est très fort. Et parmi les causes aussi du succès de Marine Le Pen au premier tour, il y a aussi peut-être le fait que c'était la seule des candidats, enfin le seul parti à défendre l'identité du département, là où la gauche, parce qu'elle vient de faire voter une loi dans ce sens, et la droite aussi, en tout cas dans beaucoup de responsables, prenaient les grandes régions qui, par définition, plus elles sont grandes, plus elles paraissent lointaines. Et donc ça, par rapport à ce besoin de proximité, je pense que c'est quelque chose qui était diffus dans l'opinion. Mais en termes de critères de vote, je crois que ça n'est pas entré en ligne de compte. Vous êtes d'accord, Denis Tilignac? Oui, tout à fait. Je voudrais demander à madame si aux précédentes élections de ce même type cantonales, il y avait le même il y avait le même le même pourcentage, excusez-moi, d'abstentionnistes. Pas seulement en 2011, mais sur les 20 dernières années. Alors, l'élection départementale, l'élection cantonale, donc, n'est pas une élection qui traditionnellement mobilise très largement. Ça reste une élection intermédiaire, locale, qui, notamment depuis l'urbanisation très poussée du pays, tient éloigné des urnes pas mal de citoyens, les plus jeunes, qui votent très peu à ces élections-là, et les plus fragiles économiquement. Donc, il n'y a pas de très grande nouveauté. C'est pas une révolution qui est très peu d'électeurs à ces élections-là. Ça s'est quand même amplifié avec le temps. Ça s'est amplifié avec le temps. Aujourd'hui... Je m'excuse de vous interrompre. Il y a aussi un facteur, pour compléter ce que vient de dire Guillaume, il y a un facteur aussi, c'est que on a redécoupé le paysage départemental en sorte que les gens savaient ce que c'était que leur canton, chef-lieu de canton notamment. Chez moi, par exemple, en Corrèze, en milieu rural, on sait c'est à 10 km en bagnole de n'importe quelle périphérie du canton. On y va pour faire ses cours, pour aller voir l'équipe de foot. C'est un lieu. Et tout d'un coup, on nous a bâti des entités innommables que je connaissais pas la mienne un mois avant. Donc, on nous appelle à voter pour des gens tout d'un coup qu'on ne connaissait pas, alors qu'avant on connaissait toujours son conseiller général ou l'opposant. Et ça a pu jouer aussi. Pierre Laroutourou, il y a tout ce qu'évoque Denis Tilignac, etc. Et finalement, maintenant, c'est la fin de cette campagne. Quel bilan on peut en faire? Est-ce qu'on peut parler d'un échec démocratique quand un Français sur deux ne s'est pas déplacé et quand surtout on n'a pas parlé, ça on l'a souvent dit, du sujet principal qui était le département? Oui, et puis quand il y a 50% d'abstention parmi ceux qui sont inscrits, et quand le Front National est à 25%, alors que dans beaucoup de départements, il n'avait pas de vrai programme, et parfois des candidats qu'on ne connaissait pas du tout, des gens qui arrivaient avec des exemples loufoques. Donc c'est quand même dramatique de voir le Front National qui est sans programme ou avec des valeurs qu'on connaît, hélas, fait 25%, et de voir un effondrement du PS. Bon, je crois, vous disiez qu'il y a plus de 40% des gens qui avaient voté François Hollande qui ne sont plus allés voter. Donc il y a une déception qui est monstrueuse. Et quand on voit Manuel Valls qui dit « on continue, jamais on ne se remet en cause ». Après le 21 avril 2002, ils nous ont dit pendant un quart d'heure que c'était une crise historique, ils ne se sont pas remis en cause. En 2005, après le non au référendum, aucune remise en cause. Ils ont perdu les municipales, ils ont perdu les départementales. Il y a tous les mois 30 000 chômeurs de plus. C'est pas le problème politique, électoral, il vient après la réalité de la vie quotidienne des gens. Tous les mois, il y a 30 000 chômeurs de plus et 40 000 personnes qui tombent dans la pauvreté. On s'habitue à avoir 70 000 familles qui souffrent, 70 000 personnes qui morflent tous les mois. Toutes les semaines, il y a des paysans ou des patrons de PME qui se donnent la mort parce qu'ils n'en peuvent plus. Et sans un gramme
n'importe qui, le Premier ministre et chef de la majorité, il aurait dû proposer sa démission. Elle aurait peut-être été refusée, mais on est quand même dans une crise sociale. Il n'y a jamais eu dans si la notre pays... présidente qu'elle est refusée, Non, mais pardon, symboliquement, 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 quand vous prenez une telle baffe, le chef de la majorité dit qu'il prend un moment pour réfléchir, il ne dit pas on continue tout droit. Mais ça, c'est très important. Expliquez-nous. 6 millions de chômeurs, attendez, 6 millions de chômeurs, 50% d'abstention, 25% pour le FN, ça mérite qu'on arrête les blagues et les demi-mesures. Or, il continue sans être capable de réfléchir. Attendez, depuis ce matin, on entend partout, sur les ondes, dans les médias, à la télévision, les frondeurs dire qu'il faut changer de politique. Mais est-ce que vraiment les électeurs ont voté pour une politique plus à gauche hier ? Non, mais je pense que l'un des problèmes de ces élections, c'est pas la difficulté, l'impossibilité à transcrire le message des électeurs. Parce que soit on tient une lecture politique des choses, et ce qu'on constate, c'est que c'est l'électorat le plus fidèle à la gauche qui s'est abstenu, le plus radical d'une certaine manière, qui dit non, ce que le gouvernement fait, c'est pas la gauche. Donc on ne vote plus pour elle. Donc cet électorat-là, on peut penser qu'il attend un cap à gauche. Mais le cap à gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire des mesures de redistribution. Le gouvernement n'a aucune marge de manœuvre budgétaire. Ça veut dire beaucoup plus de corset sur l'économie. Oui. Ben, on voit bien que ce ne serait pas cohérent non plus. Et je pense que dans votre esprit, lorsque vous appelez à des réformes, à un changement du pays, je pense que vous plaidez plutôt pour une sorte d'aggiornamento de la gauche que Valls, dans le discours, avait pu incarner, qui dit cette fois-ci, les réformes, on les fait. Donc il y a une nécessité, je veux dire, économique d'accompagner ce mouvement de réforme, mais qui va à l'encontre du message politique des urnes. Quelle réforme? Attendez, quelle réforme? Mon dernier livre, c'est avec Michel Rocard. Donc, oui, c'est pas la gauche de la gauche de la gauche. Voilà, c'est juste dire... Non, mais concrètement, là, une des dernières annonces du gouvernement, c'est qu'on va supprimer 22 000 postes d'infirmières et d'aides-soignants à l'hôpital. Est-ce que vous trouvez normal, d'un pays où on est à l'os, chacun de nous a connu des gens qui étaient à l'hôpital, est-ce que vous trouvez normal de dire il n'y a pas d'argent, on va couper, c'est 3 milliards d'économies, 22 000... Pardon, excusez-moi, c'est très concret, c'est pas un problème de savoir si on est plus à gauche ou plus à droite. Tous les gens normaux sont scandalisés quand on supprime 22 000 postes d'infirmières. Alors que par ailleurs, on donne 30 milliards d'infirmières et d'aides-soignants, de personnel soignant, Alors, il y a cette situation, évidemment, qu'on comprend. C'est pas un problème d'être plus à gauche que la gauche, c'est juste, est-ce que c'est normal de donner 30 milliards ou 40 milliards sans contrepartie? Et même Emmanuel Macron dit que ça n'apporte rien, ces 40 milliards sans aucune contrepartie. Donc on peut mettre 40 milliards... Pardon, excusez-moi, et qu'on coupe 3 milliards pour les hôpitaux, 3 milliards dans les collectivités. Oui, on a compris, Pierre Larouteau. Juste la réponse. Je vais faire juste un clin d'œil avec la caricature d'Hervé Baudry, c'est le premier dessin de la soirée. Parce que de là à mettre un bulletin dans l'urne, il y a déjà des gens qui attendent de l'argent de leur escarpelle, bien sûr. Denis Télignac, sur ce que dit Pierre Larouteau, il y a évidemment toutes ces difficultés tragiques pour les familles qui les vivent, etc. Et puis il y a la réalité d'un gouvernement qui, on se demande qu'est-ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il n'y a pas un dilemme entre ce que lui demande sa gauche et ce qu'exige également Bruxelles, nos partenaires, etc. Oui, il y a sa gauche, et si on ajoute les 10-11% frondeurs, gauche de la gauche, front de gauche, communistes, aux 25% qui seront probablement 30 aux élections régionales du Front National, on a près de 40% de Français, cela vote. Sans compter ceux qui ne votent même plus, on a 40% des Français qui rejettent le système avec plus ou moins de véhémence. Et ça me paraît plus important que savoir si l'UMP a gagné 30 départements et si le PS en a perdu 30. Oui, on est dans une situation, je dirais pas pré-révolutionnaire, parce qu'il ne faut pas abuser des grands mots, mais dans une situation de très grande tension. Oui, Roger, dit Denis Télignac, est également en coupure avec, on en a souvent parlé, le peuple. Alors, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, en tout cas l'électorat populaire. Là, c'est consommé, cette rupture-là est consommée, on l'a vu dans cette élection, Céline Braconnier. Avec le taux d'abstention, c'est sûr, mais ce qu'on voit aussi dans cette élection, c'est la capacité du Front National à mobiliser une partie de cet électorat populaire qui est assez désespéré et en difficulté. Puisque pour le coup, Marine Le Pen a été capable de mobiliser pratiquement les 2 tiers de son électorat de la présidentielle pour une élection qui habituellement intéresse peu, et a fortiori intéresse peu son électorat qui sociologiquement est plutôt moins diplômé, moins intéressé par la politique que l'électorat de ses concurrents. Donc elle a réussi son élection départementale parce qu'elle a montré qu'elle était capable de mobiliser pour une élection, pourtant une petite élection faiblement mobilisatrice habituellement, eh bien, une grande partie de ceux qui avaient déjà voté pour elle en 2012. Donc, ce désespoir-là, il se traduit par une abstention pour une grande partie, pour la plus grande partie des milieux populaires qui sont déçus par la gauche, mais il se traduit aussi par une attirance pour Marine Le Pen, qui, pour une minorité notamment, eh bien, se traduit par un vote en faveur du Front National. Vous parliez de cette frontière, ce fossé qui est consommé. J'ai été marqué
marqué par le fait que Mélenchon d'un côté et Mme Le Pen de l'autre ont tous les deux fait état avec pas mal de mépris des politiciens. Et elle a ajouté politiciens médiocres. Mais en général, quand on use de ce vocable, le médiocre est implicite. Ça veut bien dire quelque chose, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il faut un changement de politique. Et on ne dit pas que tout est possible. Il y a des contraintes financières, mais avec les mêmes contraintes financières, est-ce qu'on met 40 milliards dans un truc qui ne marche pas, ou est-ce qu'on se dit qu'est-ce qu'on met sur le logement, qu'est-ce qu'on met sur les transports, qu'est-ce qu'on met pour des créations d'emplois? Il y a quand même dire qu'il n'y a aucune alternative, ça n'est pas sérieux. Et donc c'est dramatique de voir le PS est arrivé au pouvoir sans programme. En gros, c'était on en a marre de Sarkozy et la croissance revient. On voit au bout de 2 ans que non, on en a toujours marre de Sarkozy pour mon compte. Mais non, mais c'est dramatique de voir que maintenant Sarkozy, tout le monde il y a 3 semaines disait qu'il avait raté son retour. On va analyser Pierre Larouturou, on va analyser sa victoire également. On est le pays d'Europe dans les causes du désespoir. On est le seul pays d'Europe où les loyers sont aussi chers. On est 30%. La France est très concrètement la vie quotidienne. Attendez, puisque vous parlez changement. Guillaume Tabar. Pas du tout. Guillaume Tabar. Non, mais blague à part, c'est pas un problème politicien. C'est juste qu'on est 30% plus cher. Mais je n'ai pas soutenu la loi Allure, pardon. Excusez-moi, on fait d'autres propositions à Nouvelle Donne. On ne va pas faire un débat sur le logement ce soir. Guillaume Tabar, pour répondre à ce que dit Pierre Larouturou et d'autres, il n'est pas le seul à demander ce changement, cette inflexion, ou en tous les cas un changement de braquet. Que peut faire le couple exécutif? On a vu que Manuel Valls va annuler demain une rencontre et un voyage à Berlin. Il ne va pas aussi voir Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne. Il va s'adresser aux socialistes. Que peut-il leur dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a dans sa besace? Écoutez, pas grand-chose. Et on voit bien qu'il y a un partage des rôles aussi entre François Hollande et Manuel Valls. Manuel Valls qui incarne davantage, j'allais dire, le discours sur la cohérence de l'action, c'est-à-dire que les mesures mises en œuvre, que ce soit le pacte de responsabilité, etc., qui ont tout juste en œuvre. Si, après avoir fait ce tournant en janvier 2014, le gouvernement faisait un tournant dans l'autre sens avant même que ces premières mesures produisent leur effet, là, pour le coup, on serait dans l'incohérence totale et l'assurance d'un échec à l'arrivée. Donc Manuel Valls, lui, est attaché à cette cohérence de son action. François Hollande, qui lui aussi a dit on ne changera pas de cap, mais lui, il a 2017 en tête, donc il veut qu'il y ait tout le monde sur le pont. Donc lui, son obsession, c'est que au moins on se parle à gauche et dans l'espoir qu'à l'arrivée, tout le monde arrivera à s'entendre et à se mettre d'accord derrière lui. Alors justement, François Hollande nie Télignac, l'homme de la synthèse, du compromis, qui se retrouve face à l'un de ses pires cauchemars, à une gauche qui est émiettée, à une armée, on le disait tout à l'heure, de battus socialistes qui va lui demander des comptes. Il a face à lui... peut-être un peu exagéré, un champ de ruines, mais en tous les cas... D'un champ de ruines, il sait se tisser des réseaux qui l'ont amené à la victoire en 2012. Son côté corésien. Quand il est resté à la tête du PS après la défection de Lionel Jospin, c'était pas terrible non plus, le PS. Bon, il en a fait une machine... Donc vous dites, attention, ne nous projetons pas trop vite sur la suite. Attendez, il est malin, c'est un bon manœuvrier. Bon, je suis d'accord avec Guillaume Tabar, il n'y a pas beaucoup de marge, il n'y a pas grand-chose à faire. À faire de la com, on pourrait prendre 2 ou 3 écolos comme ça, qui vendront leur peu d'âme pour quelques lentilles, et puis ça ira de toute façon. De toute façon, même si ces mesures étaient positives, les lois Macron et compagnie, elles connaîtront pas leur effet sensible à la fin de l'année. Donc ça va être un désastre pour le Parti socialiste, je peux vous l'annoncer, au mois de décembre. Et à mon avis, un gros score pour le Front National. Il ne faut pas s'imaginer que c'est un quitus à l'UMP. Là, je suis un peu d'accord avec vous. C'est vrai qu'il y a 3 semaines, Sarkozy était mort, on a eu son retour, plus personne ne voulait de lui. Maintenant, il est pratiquement présenté comme le seul candidat plausible de la droite. Bon, tout ça, c'est un peu Regardez, juste un instant, je voudrais vous faire réagir à la caricature d'Hervé Baudry. Dimanche, le programme de dimanche de en Hollande. Tunisie. Oui, il était en Tunisie dimanche midi, Capano, je suis Bardo. Et dimanche soir, j'en ai plein le dos. Effectivement. Oh là, il a changé entre-temps. Je suis Sarko quand même. non, jusque-là. Non, mais pas encore. Quand M. Tignac dit qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, attendez, vous venez de dire que Manuel Valls a annulé sa rencontre avec le patron de la Banque centrale. Or, il faudrait qu'il aille voir le patron de la Banque centrale. Mario Draghi vient de dire qu'il allait créer 1200 milliards. On s'habitue à des trucs incroyables. Mario Draghi a décidé de créer à partir de rien 1200 milliards d'euros. Est-ce que ces 1200 milliards, ça y est, il y a un tabou qui est tombé, on pensait que les Allemands allaient hurler, les Allemands n'ont pas hurlé, il y a 1200 milliards qui vont être créés. Est-ce que ces 1200 milliards vont pour les banques ? Le 28e plan d'aide pour les banques, qui n'ont jamais fait autant de bénéfices, on spécule, tout le monde dit qu'on peut aller vers une nouvelle crise comme 2008, ou est-ce que ces 1200 milliards, on va les utiliser pour l'économie réelle ? Pour faire des économies d'énergie,
pour embaucher des ouvriers et des maçons. Vous avez entendu le discours de Manuel Valls. Mais excusez-moi, c'est fondamental. 1200 milliards. Des investissements, ça a dû 1200 milliards. Est-ce que Pierre Larouturou, si vous voulez vous répondre à la question, ça a dû vous plaire. Oui, mais si ce n'est qu'ils coupent pendant ce temps-là 3 milliards d'investissements dans les collectivités. Donc si vous voulez qu'ils disent l'éloge de l'investissement, s'il met 50 millions sur 3 ans, c'est de la blague. Il y a 1200 milliards qui sont disponibles au niveau européen. Ce que dit Nouvelle Donne, c'est qu'ils doivent être pendant 20 ans bloqués uniquement sur des isolations des bâtiments publics et privés. On peut créer 200 000 emplois en France. C'est avec ça qu'on va relancer le pays? Ah ben, ça crée 200 000 emplois. Excusez-moi, mais si la France avait chaque année 20 milliards, à taux zéro, les 1200 milliards vont exister. Est-ce qu'ils vont pour les banques? Ça y est. Ou est-ce qu'on se dit que la France a chaque année 20 milliards pour isoler les bâtiments publics et privés? Alors, on a beaucoup de réactions. Ça ferait baisser nos factures d'énergie, ça peut créer 200 000 emplois. Donc il faut aller voir Mario Draghi pour lui dire ça. Et comment on réglerait nos dettes? Eh ben, excusez-moi, c'est de l'argent qui est disponible. Ah ben, les travaux, quand vous isolez des bâtiments, vous faites des économies d'énergie pendant 30 ans. C'est comme ça qu'on va... Mais si, pardon, ça veut dire que vous n'avez pas réfléchi. Excusez-moi. Si vous embauchez, si vous créez des emplois non marchands ou aidés... Mais non, c'est de l'emploi tout à fait marchand, pardon, monsieur. Allez, on va revenir. On ne va pas faire l'isolation également. Pierre Larouturou, pardonnez-moi. On peut créer 200 000 emplois d'ouvriers et de techniciens sur toute la France. Allez, on va revenir, s'il vous plaît. On va revenir aux leçons. Pierre Larouturou, on va faire logement, hôpital, etc. Vous avez raison, ce sont les piliers d'une politique, mais je voudrais revenir aussi aux leçons ce soir. Céline Braconnier, à l'instant, une réaction sur Twitter qui nous dit « Mais attention, n'oubliez pas quand même que ce sont des élections locales et que le parti au pouvoir les a perdues systématiquement. » Est-ce que vous n'êtes pas en train de forcer le trait ? Non, vous avez tout à fait raison. Les élections intermédiaires sont toujours défavorables au parti au pouvoir. Elles ont été défavorables à la droite en 2011, comme elles sont défavorables aujourd'hui au Parti socialiste, qui a été le parti qui a eu le plus de mal à mobiliser son électorat de la présidentielle, ce qui est normal, puisque c'est l'électorat qui a placé le plus d'espoir en le président, qui a contribué à son élection et qui aujourd'hui est déçu. Maintenant, l'ampleur de la démobilisation de la gauche est très remarquable. Aujourd'hui, on estime, et c'était déjà le cas aux européennes, que le Parti socialiste n'aurait réussi à mobiliser qu'un quart de son électorat de la présidentielle, ce qui signifie que la grande majorité de ceux qui ont contribué à élire François Hollande sont déçus aujourd'hui et sont restés à l'écart des urnes. On va parler de la droite à présent. Guillaume Tabar, à droite, on a souligné, je vais vous laisser réagir, on a souligné la reconquête, la dynamique forte et réelle. Et la question, c'est aussi à qui en attribuer, c'est une question politique, à qui en attribuer la paternité, évidemment, déjà la compétition pour les primaires est dans toutes les têtes. Oui, évidemment. Alors, Nicolas Sarkozy étant le président du parti qui est le principal vainqueur de ces élections, mécaniquement, il est celui qui incarne sa victoire. D'ailleurs, dimanche soir, dans sa première réaction, Alain Juppé lui-même disait c'est le succès, etc., de l'alliance avec le centre, mais aussi de notre formation unie derrière son président. Il n'a pas été jusqu'à citer le nom de Nicolas Sarkozy, mais il a dit unis derrière son président. Et ses dirigeants, il a ajouté. Et ses dirigeants. Enfin bon, voilà, il y avait la mention du président du parti, ce qui est déjà un grand effort de la part de... Pardon, il y a beaucoup de départements où il n'y avait ni le logo de l'UMP ni le logo du PS. J'ai fait des meetings aux 4 coins du pays. J'ai fait des meetings et les... l'UMP plus. Non, mais attendez, c'est pas l'UMP qui a gagné, c'est le PS qui s'est effondré. Oui, mais il y a quand même une réalité d'une carte bleue, même si on ne peut pas l'admettre, c'est compliqué quand même là. La déception de l'UMP est plus faible que l'effondrement de... Denis Télignac, Nicolas Sarkozy défile à gauche, mais déjà aussi les ténors de l'UMP. On va regarder le dessin d'Hervé Baudry à ce sujet. Oui, après le Nini, c'était ni Juppé ni Fillon. Pour lui, c'était Bibi. Voilà. On ne peut pas lui mégoter cette victoire. Bon, il a quand même redynamiser un peu le parti depuis qu'il a pris la présidence, c'est indéniable. Il était en première ligne au combat pour ces élections. Bon, il est en position meilleure qu'il ne l'était vis-à-vis de Juppé, Fillon, Le Maire, Bertrand et autres candidats virtuels potentiels. Ceci dit, les difficultés risquent de commencer pour lui parce que c'est pas un... Bon, il y a ce taux de participation qui est quand même faible. C'est pas un quitus pour l'UMP. Il n'y a pas encore un désir. Mais le vent souffle un peu dans le dos. On a voulu régler son compte à Hollande et à Valls. On a voulu régler son compte. Il n'y a pas un désir d'UMP pour le moment. Et puis il y a cette grosse hypothèque d'un Front National qui finalement pour moi a fait une élection. Ça s'est vu au premier tour, moi en second, tout à fait remarquable. C'est pas les cantonales, c'est pas fait pour le Front National. Vous le disiez, ils sont pas d'implantation. Souvent les types viennent de l'autre bout de la France. C'est pas des élections qui motivent beaucoup ce type d'électorat. Vous avez dit, madame, a priori peu politisé. Moi, je crois que le Front National a marqué un
points supplémentaires dans une implantation au long cours, à long terme, et que ça se verra dès les régionales. Alors à ce moment-là, que faire? Il est évident quand même, alors on parle de la porosité. Alors, je ne parle pas tellement des alliances, ça, mais Sarkozy donne l'impression d'avoir fait du Front National son ennemi prioritaire. Il dit ni. Mais si un UMP s'avisait de conclure une alliance locale avec le Front National, il serait, dit-il, Nicolas Sarkozy, immédiatement exclu. Mais si un UMP dit « moi je préfère voter pour un socialiste », comme l'a dit Alain Juppé, eh ben, il n'est pas immédiatement exclu. Donc je crois qu'il faut qu'il se méfie, parce que quand même les électorats respectifs se reportent pas si mal les uns sur les autres. Faire d'un électorat qui est quand même le plus proche du sien son pire ennemi, ça me paraît difficile à gérer, mais l'avenir nous dira. Pierre Larrouturou, Céline Braconi, je vous laisse réagir dans un instant. Simplement, cette phrase, donc l'alternance est en marche, rien ne l'arrêtera. C'est ainsi que Nicolas Sarkozy a conclu hier son allocution. L'UMP et son allié l'UDI ont transformé, malgré tout, l'essai du dimanche dernier, en inversant largement le rapport de force. La dynamique est forte pour l'opposition et le président de l'UMP compte bien en profiter pour la suite. On voit tout cela avec Sophie Normand-Couturier et on en parle juste après. Regardez. 66 départements remportés par la droite, soit près de 2 sur 3. Pas de doute, cette victoire est celle du chef de l'UMP, selon ses proches. C'est une victoire de notre famille politique. Celui qui la dirige, c'est Nicolas Sarkozy, donc c'est donc naturellement, bien sûr, une victoire de Nicolas Sarkozy. D'autres à l'UMP ont le triomphe plus modeste. Il y a un échec de la gauche. Et puis il y a une perspective de victoire pour la droite en 2017, mais je crois qu'on a beaucoup de travail devant nous. Pour d'autres encore, la vague bleue est une victoire collective. Non, Nicolas Sarkozy n'est pas seul aux manettes. C'est la victoire de l'union, de la droite et du centre. C'est une victoire de terrain. C'est une victoire aussi du renouveau, avec des candidatures renouvelées. Quelques divergences de point de vue donc, mais tous ici s'accordent à dire que Nicolas Sarkozy est parvenu à rassembler sa famille politique, divisée avant son retour par la guerre entre copéistes et fillonistes. Il s'agissait aussi pour ce bureau politique de se mettre d'accord sur la stratégie à adopter pour la suite des événements, avec les élections régionales puis la primaire pour la présidentielle. L'alliance avec le centre sera confortée, dit-on ici. Nicolas Sarkozy veut inventer un nouveau parti en vue de 2017. Cela passe aussi par un nouveau nom pour le parti. Des points qui seront discutés, abordés lors du congrès de l'UMP le 30 mai prochain. Ça, c'est la suite. Pierre Larrouturou, je voyais sourire. Non, mais c'est monstrueux. Enfin, on peut rigoler, mais quand M. Raffarin nous dit que c'est la victoire du renouveau, on est le seul pays occidental où on est obligé de choisir, on nous présente comme une alternative quelqu'un qui était déjà ministre du budget en 93, Sarkozy, et qui en 95 a été remercié par les Français, son bilan était catastrophique. Je rappelle qu'un ministre du budget, Sarkozy, c'est un déficit à 7%. Puis en 99, vous vous souvenez, il fait une campagne européenne, il fait 12%, il dit qu'il se retire de la vie politique. On est le seul en Allemagne, vous n'avez pas quelqu'un qui était ministre du budget il y a 20 ans en Allemagne, s'il s'est planté, il s'en va. Aux États-Unis, Jimmy Carter s'est planté, il fait une fondation, il s'en va. On est le seul pays occidental, le seul où c'est verrouillé à ce... Non mais c'est dramatique. Oui, on est libre aussi, Pierre Larrouturou. Mais non, le système est verrouillé, pardon, excusez-moi, l'UMP et le PS ont tout fait pour verrouiller. Franchement, excusez-moi, est-ce qu'il y a un problème que Sarkozy a réglé? Sarkozy a été ministre du budget, puis il a été président de la République. Est-ce qu'il y a un domaine où il a fait avancer quelque chose? La réponse de Guillaume Tabar sur ce sujet. Il faut qu'on arrive à déverrouiller ce système. Et quand vous dites que les élections intermédiaires sont forcément décevantes, c'est parce qu'ils arrivent au pouvoir en ayant menti sur leur programme. Excusez-moi, c'est un point, je crois, vraiment important. Roosevelt a été réélu de son vivant. Si on s'appelle Nouvelle Donne, c'est en référence au New Deal. Les hommes politiques ne sont pas forcément toujours décevants. Vous dites que c'est toujours comme ça le cas en France. Mais on pourrait avoir des politiques qui ne mentent pas pendant la période électorale et qui ne déçoivent pas au bout d'un an. Là, si c'est une telle défaite du PS, c'est qu'ils sont arrivés au pouvoir sans vrai programme, qu'ils ont menti, qu'ils ont fait... Mais la déception n'est pas inévitable. On a le droit aussi d'avoir un vrai projet, de parler vraiment à l'intelligence des gens, de gagner avec un vrai projet et de réussir à faire bouger le pays. Peut-être, mais je... Mais oui, il y a qu'en France qu'on se résigne à ça. Sans doute que je me trompe, mais peut-être que les choses ne sont peut-être pas aussi binaires que vous le pensez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté des gens qui mentent et qui ne font que mentir, et de l'autre côté des gens... Non, s'il vous plaît, vous laissez parler. Et de l'autre, des gens qui s'adresseraient à la raison. Bien sûr que tout politique, qu'il soit de gauche, de droite, et peut-être même à Nouvelle Donne, c'est un mélange de convictions sincères, de propositions plus ou moins élaborées,
d'habileté, de ruse, d'alliance, de compromis. Et la vie politique et la vie tout court, c'est ça. C'est on fait des propositions, on fait des compromis, on en promet plus qu'on ne peut, on en tient moins ce qu'on voudrait. Et je prends un pari si demain, puisque vous incarnez ce renouveau, etc., c'est ce à quoi attendent les Français, c'est ce qu'attendent les Français. Demain, lorsque vous êtes élu président de la République, je ne suis pas certain que vous réussissiez à faire tout ce que vous voulez et que vous régliez tous les problèmes que les autres n'ont pas réussi à régler. Alors, en attendant que vous le soyez, Pierre Larouturou, on va jeter un coup d'œil à la caricature d'Hervé Baudry pour un peu, voilà. Je vais vous illustrer un petit peu la chose, c'est que la politique, ça procure beaucoup de plaisir, et notamment en Corrèze, où certaines élus de l'UMP ont eu beaucoup de plaisir à annoncer les nouvelles. Céline Braconnier, Pierre Larouturou a dit qu'il faut un petit peu décloisonner ce système. Est-ce qu'il faut le faire surtout, et là c'est une vraie question, pour le Front National? Voilà un parti pour lequel un tiers des électeurs a voté pour le Front National. Il n'a pas de département, il n'est pas aussi représenté qu'il devrait l'être. Est-ce que ça ne pose pas aujourd'hui clairement en France, et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec ces idées qu'il ne faut pas en parler, un problème institutionnel? Il y a des modes de scrutin qui sont faits pour assurer des stabilités d'exécutifs locaux et qui transforment des voix en sièges. Est-ce que ce n'est pas l'heure du changement sur ce plan-là? Non, mais on parle de deux choses différentes. Il y a le système majoritaire qui fait qu'un candidat est élu avec une majorité de voix. C'est pas ça qui garantit la stabilité d'un exécutif local. On peut très bien dans un département ne pas avoir de majorité, ça va être le cas dans le Vaucluse, dans l'Aisne, avec le scrutin majoritaire. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement un décalage entre le nombre de voix réunies et puis le nombre de sièges obtenus au final, qui crée une perception de la démocratie assez biaisée. En effet, et qui, à juste titre, interroge les citoyens. Et je crois que c'est encore lié au fait que les deux grands partis, PS et UMP, qui sont là depuis 40 ans, ont verrouillé le système. Verrouillé, c'est un mode de scrutin qui survalorise, même s'il n'en fait que 20% du corps électoral. Ça donne une impression de stabilité à très court terme, moyennant quoi au niveau national, ça les surprotège. Ils pensent qu'ils. Donc vous êtes pour donner plus de place? Oui, tout à fait. On peut avoir des systèmes à tous les partis. En Espagne, pardon de revenir à Nouvelle-Donne, avec le score qu'on a fait aux européennes, on aurait déjà 3 députés européens. Et on aurait d'autres financements. On est vraiment le seul pays d'Europe où c'est aussi verrouillé. Moyennant quoi, il n'y a aucune stabilité, ils se sentent protégés, du coup, c'est plus à peine de réfléchir à un programme, alors qu'en Allemagne, il y a un système proportionnel et il y a quand même plus de stabilité. On peut avoir une proportionnelle avec quand même une prime à ceux qui arrivent devant. Pour Braconnier, c'est le cas, il faut regarder ailleurs? Oui, mais il y a aussi un moment où les procédures ne peuvent plus contenir. On est obligé d'observer que il y a un nombre, il y a des électeurs de plus en plus nombreux qui adoptent un comportement, et on aura beau multiplier les obstacles à l'arrivée au pouvoir, il y a un moment où il faut poser la question du pourquoi ces électeurs votent en faveur de ce parti, et c'est ça la vraie question, et essayer de leur proposer une alternative crédible. Denis Thilignac. Mais c'est vrai que ça paraît à l'opinion ordinaire de plus en plus scandaleux qu'un parti qui était en voie aux dernières proportionnelles, c'est-à-dire les régionales, là on peut vraiment compter les voix, n'a qu'un ou deux députés à l'Assemblée nationale, une cinquantaine de conseillers généraux. Ça choque les gens, et à juste titre, sauf que il faut prendre en considération l'identité de chaque pays. Vous parliez de l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas la France. La France est un pays où on est très divisé, où il y a beaucoup de partis et où il a été prouvé par l'histoire que la proportionnelle rend ce pays ingouvernable, et ça peut mal finir. Bon, la deuxième partie de la troisième. Ah oui, mais pardon, c'est pas qu'il y a une instabilité. Pardon, on peut avoir la proportionnelle sans l'instabilité. C'était juste à la fin de la troisième, certains proposaient qu'on ne puisse pas dégommer le Premier ministre, on n'a pas dit par qui on le remplace. On peut très bien, il y a plein de pays quand même, il n'y a aucun système qui est idéal, mais il y a des pays où on donne la parole et du coup les gens peuvent, il y a une plus grande démocratie, il y a plus de débats dans le Parlement, et en même temps il y a une stabilité, c'est tout à fait possible. La Troisième République était caricaturale, mais ce n'était pas lié au bout des rouleaux de la cinquième. Et puis pardon, excusez-moi, on peut aussi donner la parole. Oui, je voulais faire réagir Céline Braconnier. Non, je disais que le mode de scrutin régional sur ce plan qui combine des éléments de proportionnel et une prime à ceux qui sont arrivés en tête, est un hybride assez intéressant. Il y a le scrutin régional qui donne cette prime de 25% en sièges qui garantit à la liste arrivée en tête d'avoir une majorité de sièges, ou le scrutin municipal, là aussi, qui permet que les oppositions soient représentées et que la liste arrive en tête puisse gouverner la ville. Mais juste un petit mot, là encore, il n'y a pas de mode de scrutin idéal ou qui soit parfait. Chaque mode de scrutin a ses avantages et ses inconvénients. On voit bien que l'absence totale de proportionnel pour les législatives ou pour ces élections arrive à cette aberration qu'un parti qui fait 25%
n'est pas de. Donc c'est une aberration. Donc c'est une aberration. Mais inversement, la proportionnelle, vous parliez de verrouiller ou de déverrouiller. Mais quel est le système qui verrouille le plus si c'est la proportionnelle? Parce que la proportionnelle, c'est quoi? C'est un parti qui fait une liste. On ne va pas parler de la proportionnelle intégrale. Il y a des façons d'avoir une mixité. Pardon, il peut y avoir une mixité. En Allemagne, vous avez un deuxième vote. Pardon. En Allemagne, vous avez un deuxième vote. Pardon. Le principe de la proportionnelle, c'est-à-dire que le principe d'un scrutin de liste, dit bien qu'il y a une liste qui est... Vous pouvez avoir en même temps un attachement au territoire, pardon de vous couper. Il y a des pays où il y a en même temps beaucoup de députés qui sont élus sur un territoire et où on complète. On va conclure sur ce sujet, Guillaume Tabar. De toute façon, un proportionnel, c'est un bon système. Alors, nous sommes d'accord. C'est émouvant. Mais vous parliez de l'Espagne au départ. Ça livre les citoyens en parti politique, la proportionnelle. Je fais partie des 99% de Français qui n'ont jamais appartenu à un parti politique. Nous aussi, on voudrait de temps en temps avoir droit au chapitre. Alors, on va jeter un coup d'œil à la caricature d'Hervé Baudry sur ce sujet, justement. Oui, parce le le Front National, il manque un peu d'alliés, hein, et c'est bien connu. Oula, donc, eux, les alliés, ils les aiment pas trop, en fait, ils les ont jamais trop aimés. Alors, on l'a souvent répété hier, oui, le Front National poursuit son implantation locale. Oui, le Front National dispose aujourd'hui d'un maillage territorial indéniable, mais le parti n'a pas réussi à décrocher un département. Il n'a donc pas complètement transformé l'essai. On voit tout cela avec Agathe Pécastin. Ils ont le sourire. 12 élus du Front National se sont réunis ce matin devant le conseil départemental du Pas-de-Calais. Au total, le parti d'extrême droite est présent dans 31 cantons. Une victoire très relative. En effet, aucun département n'est tombé aux mains du FN. Pourtant, le parti s'impose incontestablement comme la troisième force politique du pays. Face aux limites de la vague bleu marine, Marine Le Pen se défend de buter contre un plafond de verre. Ça pose le problème quand même du mode de scrutin. Pendant combien de temps est-ce qu'on va accepter que dans une démocratie digne de ce nom, dans le Pas-de-Calais, 42%, 6 cantons sur 39, 42%, c'est fait pour empêcher des millions de Français d'avoir des représentants. Malgré des chiffres inédits avec plus de 20% des votants, le Front National peine à transformer l'essai. Dans le Vaucluse, il obtient seulement 4 sièges, alors même qu'il partait favori. Mais l'optimisme est de rigueur. De cette campagne ont aussi émergé des cadres, des candidats pour l'avenir, des gens qui vont être connus, reconnus sur les territoires, qui fait que nous ne sommes pas un parti hors sol. Et ça, c'est fondamental, si vous voulez, pour avancer. Dans son échec, le Front National obtient tout de même une assise plus que symbolique, un ancrage local. Prochaine étape, les régionales de décembre prochain. Une élection avec un suffrage universel direct qui pourrait changer la donne. Voilà, et on poursuit notre édition spéciale avec toujours nos invités. Pierre Larrouturou de la Nouvelle Donne, Denis Télignac, écrivain, journaliste, l'éditorialiste Guillaume Tabar, notre dessinateur Hervé Baudry, et j'accueille avec plaisir Mohamed Mechmach. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes le président du collectif Assez le Feu. Mohamed Mechmach, d'abord, qui sont selon vous les grands oubliés de cette campagne? On a souvent... Je vous laisse répondre, mais on dit souvent que ce sont évidemment les habitants des quartiers populaires, des cités, des banlieues. C'est encore le cas cette fois-ci? Oui, mais pas que. On voit qu'aujourd'hui, ça ne s'arrête pas que dans ces quartiers et que dans des territoires ruraux, il y a aussi des gens qui aujourd'hui ne se déplacent plus. Voilà, il y a une défiance via le politique qui aujourd'hui, tout simplement, les gens n'ont pas spécialement envie d'aller déposer leur bulletin parce qu'ils ont le sentiment que les choses ne bougent pas beaucoup. Par contre, il y a une autre chose qui est en train de se créer, c'est quand même des dynamiques citoyennes qui ont décidé, puisque ceux qui sont censés faire ne font pas pour eux, de s'organiser, de se présenter. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé aussi là sur des cantons où des gens se sont présentés avec des scores qui vont jusqu'à entre 9 et 10%. Donc il y a encore des dynamiques qui existent, qui sont en capacité de se mobiliser. Et puis il y a aussi un déficit, parce que nous, quand on a mené des campagnes d'inscription sur les électorales ou des campagnes d'incitation à aller voter, si on ne le fait pas, on s'aperçoit qu'il y a un vide là-dessus. Ah oui. Et malheureusement, je trouve que c'est dommage que, y compris via le politique ou d'autres, ne font pas ce travail-là. Et on l'a vu, parce que là, on n'a pas spécialement fait campagne là-dessus, et on s'aperçoit que, malheureusement, ça ne bouge pas. Si vous regardez sur les dernières élections, ne serait-ce qu'en 2008, 2012, et des élections intermédiaires, ça a voté quand même massivement, et notamment dans ces quartiers. Vous voyez, qu'il y a à peu près entre 8 et 9 000 habitants qui y vivent. Quand on regarde le pourcentage, c'est entre 14 et 15%, qui n'est pas négligeable. Vous avez suivi de près cette campagne. Est-ce qu'il y a, pour vous, un argument, un discours qui vous a touché, ou vous êtes senti concerné? Oui, je dis tout simplement qu'il y a une dynamique qui avait fait en sorte que des gens attendaient le changement. Ça ne l'est pas le cas, malheureusement. On s'aperçoit que ceux qui avaient décidé tout simplement d'avoir un espoir de changer un peu leur quotidien s'aperçoivent que finalement, ça ne bouge pas beaucoup.
Je veux dire, là où, effectivement, moi, je suis quand même très inquiet, c'est cette montée du Front National, qui, y compris dans des quartiers populaires, certains disent finalement, bah, je vois pas pourquoi, parce qu'ailleurs, on n'est pas capable de faire avec nous. Peut-être que là, on sera en capacité, même si certains n'ont pas des convictions telles qu'ils ont, mais par opportunisme, vont, et il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé au Lila. Vous regardez les deux personnes qui étaient sur les têtes de liste, c'était quelqu'un issu de l'immigration maghrébine et africaine. Oui. Je veux dire, donc aujourd'hui, le Front National a adopté des méthodes, des stratégies, y compris dans ces quartiers où est-ce qu'il va faire effectivement des maraudes en expliquant à ceux qui sont le plus oubliés, qui sont en capacité de donner des colis alimentaires. C'est-à-dire qu'ils ont tout simplement pratiqué le terrain, ce qui se faisait à l'époque dans l'éducation populaire, dans d'autres ont complètement déserté. Vous faisiez le Parti communiste quand il Voilà. a planté Donc, dans les banlieues. ceux-là, aujourd'hui, ont repris effectivement, parce que le Front National aujourd'hui n'est plus ce qu'il était. Il est aujourd'hui, quand on regarde un petit peu le visage qu'il a, on s'aperçoit que c'est des gens normaux comme tout le monde et qui aujourd'hui ne sont plus ceux qui étaient crâne rasé avec des discours virulents et autre chose. Donc voilà, il y a tout ça, sans avoir une seule fois entendu le programme du Front National, mine de rien. Je vais Et laisser c'est ça qui est répondre, mais inquiétant. quand vous dites ça vous inquiète, c'est-à-dire? Bah, ce qui m'inquiète, c'est que quelque part, moi je me dis, il y a toute cette abstention. Si demain elle était capable d'être redynamisée, le Front National ne progresserait pas réellement. Je veux dire, c'est juste cette abstention qui fait en sorte que le Front National gagne certaines voix. Par contre, tant qu'on ne remettra pas les citoyens au cœur des politiques publiques, et que les citoyens ont juste le sentiment que quelque part, tous décident à leur place, et ils subissent plutôt les choses qu'ils n'ont pas choisi de co-construire ensemble, ils estiment que quelque part, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, les choses changeraient. Donc moi, je suis plutôt à revendiquer qu'il va falloir remettre du citoyen dans les politiques publiques, dans la co-construction, pour pouvoir tout simplement apporter une vision, des regards croisés, avec des expériences différentes, qui sont en capacité de mobiliser d'autres citoyens. Donc je pense qu'une des parties de solution viendra de la société civile, quand elle est en capacité d'être dynamique, de se mettre en mouvement. Les autres réagiront. Alors ça, c'est très intéressant, oui. Société civile. Pierre Larouturou, oui, société civile, oui. Non, Voilà. et puis, c'est Sur ce quel que je voulais programme? dire quand à l'heure on parlait de la proportionnelle. La proportionnelle, c'est juste un tout début de ce qu'il faut pour aller vers une 6e république ou une première démocratie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de voter une fois tous les 5 ans. Une de nos idées, c'est la loi d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que les citoyens peuvent être acteurs et que la prochaine réforme des retraites, elle peut être réfléchie par des citoyens. Et s'il y a 200 000 signatures, mais attendez, pourquoi on a tous des cerveaux? La prochaine réforme de la recherche, elle peut être faite par des chercheurs. Vous vous souvenez, le livre blanc, 400 pages passionnantes. Donc, une des idées, c'est d'aller. Il faut mettre en place un système proportionnel, il faut le non-cumul des mandats, mais il faut permettre aux citoyens d'être acteurs sur les territoires et au niveau national. Et après ça, sur le vote. Oui. Pardon, sur une le vote. réaction juste sur ce que vous dites, c'est Non, mais important. sur quel programme? Moi, je vous rappelle qu'en 2005, après les révoltes sociales, le collectif Un Cessez-le-Feu a fait un tour de France, a recueilli entre 200 000 doléances. On en a fait une synthèse, on a fait mieux qu'un programme. Et c'est-à-dire que c'est venu de la base. On a même réalisé un contrat social et citoyen dont on avait apporté, on a demandé à ceux qui étaient présidentiables de venir discuter. Et là, clairement, vous avez un programme qui émane des habitants, des citoyens, qui quelque part prennent en considération, parce qu'ils ont aussi le vécu de ce qu'ils vivent, leurs préoccupations premières, et tout simplement, ils sont en capacité, clairement, de pouvoir co-construire sur des choses qui les concernent et non pas sur des Alors attendez, ça c'est très intéressant parce que depuis tout à l'heure pourquoi ça n'a pas valeur de proposition de loi? Pourquoi un texte qui est réfléchi par 200 000 personnes n'arrive pas à l'Assemblée et n'est pas débattu? Oui, c'est les lourdeurs du système. Oui, mais non, c'est un blocage. Attendez, on va répartir la parole déjà plus équitablement. Ce qu'est la démocratie représentative, à savoir est-ce qu'il y a des gens que l'on élit pour être les garants de l'intérêt national? Bon, et moi-même, j'ai des aspirations, je serais capable de vous faire 15 projets de loi propositions de loi qui me paraîtraient utiles. Bon, mais je pense que la vie d'un pays, ça n'est pas la somme de demandes particulières et de confrontations particulières. C'est d'abord ce qu'on n'arrivera jamais à se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire. Oui. Et que le propre de la représentativité politique, c'est de dégager, par le biais de l'élection et par le biais de partis qui ne sont pas un intérêt catégoriel, etc., une sorte d'intérêt général. Et voilà, avec la sanction du suffrage universel qui donne mandat ou non à un gouvernement pendant 5 ans. Mohamed Mechmach, depuis tout à l'heure, vous nous écoutez parler peut-être depuis... Voilà. Nous avons parlé de stratégie politique, on a parlé de rapport de force, etc. Est-ce que vous pensez clairement pour vous que c'est une manière de faire de la politique à l'ancienne et même peut-être d'en parler à l'ancienne?
Oui, moi je pense que, voilà, encore une fois, je reste persuadé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas décidé de rentrer dans un parti politique, qui veulent tout simplement en faire aussi, indirectement, chose qu'on fait nous aussi, au sens noble hein, du terme. On est en capacité, clairement, je vous l'ai dit, on l'a assez prouvé, que lorsqu'on se met en mouvement, on est en capacité, tout simplement, de réveiller des consciences, et les gens peuvent adhérer aussi. Le problème, c'est qu'à chaque fois, quand on regarde bien, je parle de diversité, moi je vais parler de diversité sociale, non pas encore une fois de diversité, parce qu'il va falloir de la couleur, ainsi de suite. Non, la vraie diversité, elle est sociale. Elle est sociale. Et celle-là, elle manque aujourd'hui, clairement. Quand on regarde bien, on s'aperçoit que, y compris dans ces partis traditionnels, on s'aperçoit que ça reste un vase clos, fermé, où est-ce qu'on, effectivement, on reste entre soi, et on oublie une partie de ceux qui aujourd'hui sont en capacité, parce qu'ils ont une expertise d'usage et la possibilité d'apporter quelque chose de nouveau. Et moi, tout à l'heure, quand on me dit qu'est-ce qui me choque, moi, ce qui me choque, c'est que notre démocratie est en danger quand je vois qu'il y a jusqu'à 70% d'abstention et que certains sont élus avec très peu de voix, ou des fois il y a 10 000 inscrits et qu'il y a 2 000 votants et qu'on est élu avec 2 000 votants, moi, je ne serais pas fier d'être élu. Je serais très inquiet parce que je me poserais la question en me disant c'est pas normal, quoi, je veux dire. Voilà, donc il va falloir quelque part qu'on se pose réellement les vraies questions et que est-ce qu'on décide tout simplement ou stratégiquement on se contente de se dire moi ça me suffit, j'ai mes 2000, je suis sûr certain de passer, ou bien on réveille toutes ces consciences en se disant non ça peut plus durer parce qu'à un moment ou à un autre on va arriver dans une impasse et on le voit bien, l'électorat du Front National lui se mobilise, il se déplace, par contre celui aujourd'hui qui est en capacité de faire la bascule, lui a décidé clairement de ne pas y aller. Y compris parce que le vote blanc, aujourd'hui, n'est pas reconnu. Je suis persuadé que si le vote blanc serait reconnu, ça permettrait aussi à ce que des personnes se déplacent, montrer leur mécontentement, qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique qui est menée. Simplement, ce n'est pas comptabilisé. Donc les gens ont le sentiment, encore une fois, de se dire ça ne sert à rien que j'y aille, parce que finalement, je ne serai pas pris en compte quand même. Denis Télignac, vous entendez, c'est un renoncement des partis, j'allais dire, classiques du gouvernement. Oui, j'ai bien compris. J'ai envie de faire un peu la synthèse à la centriste du point de vue de Tabar, qui a raison de dire qu'on est en démocratie représentative, on n'a quand même jamais trouvé mieux, même si c'est le pire régime, comme disait Churchill, à exception de tous les autres. Mais je vous accorde qu'elle est bloquée. Il y a un autisme de l'UMP. C'est ce que disait Pierre Larouturou depuis tout à l'heure. Je vais prendre un exemple. Vous l'avez montré tout à l'heure, c'est ce qu'il disait. Tout ce qui est à gauche de la gauche, disons, pour résumer la galaxie Mélenchon, tout ce qui est Front National, une très grosse partie de l'UMP a un grave problème avec l'Europe. Ils ont l'impression d'être dépossédés de leur conscience nationale, qu'on les fait dériver vers une espèce un univers où ils vont être, vont être dépossédés. Quelque chose de bureaucratique qu'on ne maîtrise pas. Ni le gouvernement, ni les socialistes, ni l'UMP ne prennent ça. C'est un souci. Vous savez, il y a beaucoup d'autres choses pour faire du lien social, politique que la nation. Bon, beaucoup de Français se sentent mal dans leur peau de patriotes parce qu'ils ont l'impression que leurs élites ne sont plus patriotes et qu'elles sont parties dans on leur parle de mondialisation, on leur parle d'Europe, le plus grand c'est dépassé, patrie, ça fait franchouillard, fait nationaliste. On a l'impression d'un autisme total des dirigeants, tant du PS que de l'UMP, sur ce point. Honnêtement, c'est pas gentil pour les personnes autistes. Forme d'autisme politique. Excusez-moi, mais je voudrais rassurer M. Tabar, aucun de nous deux ne propose de supprimer le Parlement. On dit simplement, il s'agit pas, mais il s'agit pas de faire le bazar, chacun fait sa loi dans son coin. Simplement, on dit que quand il y a 200 000 personnes qui, après 1 an ou 2 ans de travail, font des propositions, ça mériterait qu'elles soient écoutées, que ce soit. C'était mieux qu'un sondage. L'avez-vous fait, Pierre Larouturou? Non, mais parce que vous êtes aussi à la tête de Nouvelle Donne. Mais pardon, c'est pour ça qu'une des propositions que fait Nouvelle Donne, c'est le non-cumul des mandats, c'est un régime parlementaire amélioré, mais c'est aussi le fait qu'un texte qui est signé par 200 000 personnes a valeur de proposition de loi s'il est conforme à la déclaration européenne. C'est pas signé, hein. C'est carrément, c'est des contributions. Ok, mais pardon, c'est pour dire qu'on peut. Les citoyens ne sont pas là juste pour voter une fois tous les 5 ans. Et après tout, Monsieur Tabar, vous pourriez aussi proposer une loi. Vous pourriez avoir une idée sur l'éducation, sur la santé, sur les questions européennes et proposer avec d'autres. Mais lorsqu'on aura 2 pétitions de 300 000 chacune. Le Parlement fait le travail. Le Parlement fait le travail. Je ne dis pas qu'elles sont adoptées tout de suite la première semaine sans rien changer. Mais le Parlement est vraiment le lieu du débat. C'est pour ça qu'il faut le non-cumul. C'est pour ça qu'il faut que les députés soient députés à plein temps et pas de cumul dans le temps et absolument le non-cumul. Alternée dans les parce que là vous allez demander vraiment. On va se mettre au boulot, mais ça vaut le coup. Mohamed Mechmach, selon vous, à qui s'adressent encore les politiques aujourd'hui dans leur discours? Classe moyenne. Oui, voilà, je veux dire, les classes populaires, honnêtement, ils ont tellement la tête sous l'eau que ça leur parle plus.
Leurs difficultés aujourd'hui, ils ont le sentiment que les choses ne s'améliorent pas, au contraire, elles s'aggravent. Il n'y a qu'à regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous. Il n'y a qu'à regarder, quand on voit, il n'y a pas longtemps, il y avait tout ce qui tournait autour du Resto du Cœur. À savoir qu'aujourd'hui, il y a des familles qui s'endettent pour aller se nourrir, des gens qui ont du mal à payer leur loyer. Je veux dire, des gamins qui sortent du système scolaire de plus en plus tôt. Ceux qui réussissent à l'école de la République restent bloqués. Il y a tout ça aujourd'hui qui ne fonctionne pas. Pardonnez-moi, les politiques de la ville qui manquent, de droite comme de gauche. Oui, mais les politiques de il y a eu tellement de plans Marshall annoncés. Oui, mais les politiques de la ville, encore une fois, je pense que sur ces 30 dernières années, de la manière dont elles ont été articulées, elles se sont faites encore sans... Au détriment des habitants. Ceux pour lesquels elles étaient adressées. Oui, tout à fait. Sans les habitants. Je veux dire, voilà, il n'y a qu'à regarder tout ce qui concernait la rénovation urbaine ou ainsi de suite, et les dégâts que ça a fait derrière, quand on s'aperçoit qu'on fait à la place des gens. C'est surtout ceux qui n'y habitent pas, qui ne vont pas vivre ou pas subir les situations que les gens vivent, alors que ceux qui les vivent ne demandent qu'à une chose, c'est d'y contribuer pour pouvoir avoir un cadre de vie meilleur et ne pas commettre les erreurs qu'on a pu rencontrer dans le passé, y compris au niveau de l'emploi. Quand l'exécutif a évoqué dernièrement, c'était les annonces, d'ailleurs l'invocation du vivre ensemble, le renforcement de la loi SRU, la politique de peuplement, pour vous, alors que vous avez une sensibilité de gauche, ça ne veut plus rien dire, ce sont des mots creux aujourd'hui? Non, écoutez, oui, parce qu'en même temps je me dis, je suis désolé, on a entendu des mots, vous savez l'histoire de l'apartheid, ça fait plus de 15 ans qu'on le dit, qu'il y a une apartheid sociale, urbaine et ainsi de suite. On n'est pas entendu. Par contre, quand le Premier ministre le dit, tout le monde se dit, oh, voilà, on monte au créneau. Alors moi, je me dis, ok, bah écoutez, si on commence à parler d'apartheid, bah, soyons à la hauteur de Mandela et puis faisons en sorte que quelque part, allez hop, on y va. Il faut des actes forts. Oui, non, mais je veux dire, c'est qu'à un moment ou à l'autre, il faut quelque part, clairement, qu'on puisse... Le mot est fort, mais un mot fort ne fait pas toujours un acte fort. Je suis entièrement d'accord, mais en attendant... Sur le chômage, qu'est-ce qu'on fait sur le logement? On n'est pas adéquat. Pardon d'être très concret. La dernière fois que vous m'aviez invité, je vous avais expliqué comment on est le pays d'Europe le plus cher en matière de logement. Il y a parce qu'on ne construit pas assez. Tout le monde dit qu'il manque 800 000 logements en France. Voilà, il y a un petit pays comme les Pays-Bas où ils ont construit 1 million de logements. 1 million de logements construits par des coopératives avec un financement par le Fonds de réserve des retraites. En France, le Fonds de réserve des retraites, il est géré par BNP Paribas et Barclays. Demain, on pourrait faire un décret pour dire que les 37 milliards du Fonds de réserve vont sur le logement et qu'on fait des coopératives parce que les besoins de logement ne sont pas les mêmes dans le 93, à Grenoble ou à Mont-de-Marsan. Ça, c'est faisable. Quand vous disiez qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, ben si. Sans augmenter les impôts et sans augmenter la dette, on a 37 milliards. Il y a des pays où le fonds de réserve est mis sur le logement. Et on pourrait créer 200 000 emplois si on a une vraie politique du logement. Et on économiserait tous 250 € sur les loyers, 250 € d'économie tous les mois sur les loyers. Si on avait le même niveau. Il y a trop de chiffres en même temps. Non, mais pardon, 250 € d'économie chaque mois sur les loyers. C'est facile à retenir. Pierre Larouche, non, mais d'accord, très bien. Je voudrais vous faire réagir aussi. Ce que dit Mohamed Meshmash, à un moment, il dit c'est pas la droite, c'est pas la gauche, c'est pas les Verts, c'est pas Nouvelle Donne, c'est pas l'extrême gauche, c'est tous ensemble. Ça, ce n'est pas possible en France. Non, mais on l'a encore vu le moment du 11 janvier, etc. Le fait que d'emblée, au moment même où on parlait d'unité nationale, certains, et en l'occurrence à gauche, ont mis une barrière entre ceux qui avaient le droit d'être dans l'unité nationale et ceux qui n'avaient pas le droit. Bon, après, que les partis se critiquent entre eux, se rejettent, se condamnent même, c'est une chose de la démocratie. Mais après, on dit qui sont ceux qui ont le droit de parler et ceux qui n'ont pas le droit de parler, ceux qui ont le droit de manifester et ceux qui n'ont pas le droit de manifester. Bah, c'est vrai que c'est mal parti. Voilà. Et c'est vrai qu'on est toujours dans un système politique qui reste sur ces vieux réflexes pavloviens. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait du Front National et Céline Braconnier nous disait que Marine Le Pen faisait venir dans les urnes des électeurs qui s'abstenaient. Et tout le discours, et notamment de Manuel Valls, consiste à dire ce parti n'est pas républicain. Bon, alors après, on peut contester ses valeurs, ça, mais critiquer un parti qui n'est pas républicain alors que c'est celui qui va ramener le plus d'électeurs dans une démarche citoyenne, donc républicaine. Il y a un paradoxe. Pour terminer, un mot de conclusion, Mohamed Meshmash, parce que vous êtes arrivé en dernier sur ce plateau. Non, je me dis simplement, voilà, c'est qu'aujourd'hui, il y a des habitants, des citoyens qui ont décidé de prendre leur destin en main. Je vous dis, quand on s'aperçoit que des citoyens qui n'ont pas, je veux dire, la machine électorale, les moyens financiers, mais qui, par la force de la proximité, du aller vers, du quotidien, de pouvoir parler aux gens qui leur ressemblent, sont en capacité de faire jusqu'à 10%. Je veux dire, c'est que quelque part, il reste encore de la ressource. Est-ce qu'on utilise cette ressource, on l'associe en se disant que cette dynamique, on en a besoin, ou bien on continue de l'ignorer, et elle s'organisera différemment, et elle apportera peut-être des solutions dans le temps,
Mais en attendant... Pardonnez-moi, on arrive à la fin de ce débat. En tous les cas, pardonnez-moi, Guillaume Tabar. Bouger. Oui, c'est le mot de la fin. Et pas uniquement par le système politique. Je veux dire que une société, elle vit, elle bouge et tout ce que vous Merci à vous, faites, monsieur. En tous les cas, la ressource est là et vous l'avez représenté sur ce plateau. Mohamed Meshpash, merci. Pierre Larouturou, merci Denis Télignac. Guillaume Tabar, on va finir juste en regardant le dessin d'Hervé Baudry. On a quelques secondes. Très rapidement, un petit peu d'oxygène, parce qu'on parlait tout à l'heure de logement. Donc, savoir qu'à Neuilly, il y a des zadistes qui se préparent. On a bien fait de finir avec ça. Merci Hervé Baudry. Belle et douce nuit à vous. On se retrouve demain, bien sûr, avec plaisir.